Tao, c'est bon. Si vous voulez, on peut commencer. On peut commencer, c'est Mesri? Oui, Ben, ok, allez. Ok, parfait. Alors, il y a, je crois, 46 participants. Marhaba comme tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, je vais, avec un grand plaisir, que je présente une petite partie par rapport à ce que fait Si Mesri dans cette IRM cardiaque. On m'a demandé de traiter la séquence de rehaussement tardif et on va voir que c'est une séquence très intéressante dans l'IRM cardiaque. Alors, l'IRM actuellement occupe une place de plus en plus importante dans l'exploration cardiaque et plusieurs séquences sont en perpétuel développement pour optimiser les résultats de cette technique. L'une des séquences qui sont rentrées dans la routine clinique, c'est celle de rehaussement tardif qu'on va appeler RT. Cette séquence devient incontournable pour l'étude du myocarde. Alors, je te propose d'expliquer dans cette présentation la physiopathologie de ce rehaussement tardif, d'expliquer le principe technique de cette séquence et donner peut-être quelques exemples qui vont illustrer ce que je vais dire. La prise de contraste, en fait, en IRM, elle a montré son efficacité depuis les années 80 sur l'étude du myocarde. D'abord sur le scanner, donc en faisant le scanner, on s'est rendu compte qu'on peut injecter du produit de contraste et étudier le myocarde. Et cette découverte a été extrapolée à l'IRM. Voici alors, je vous montre tout de suite des images de gros scanners qui montrent le myocarde. Il est injecté et donc on a commencé déjà à étudier la prise de contraste en scanner et après, avantageusement, on est passé à l'IRM et nous allons voir qu'elle est très intéressante. Alors, depuis les années 80 jusqu'à présent, plusieurs réflexions se sont émises pour améliorer ces techniques et optimiser ces résultats. Alors, c'est quoi cette séquence de rehaussement tardif? C'est l'une des séquences qu'on peut faire en IRM après injection de produits de contraste. En fait, quand on injecte du produit de contraste, nous avons 3 séquences qu'on peut acquérir. La première, c'est une séquence de premier passage immédiatement après injection de gadolinium en bolus pour rechercher des anomalies de perfusion du myocarde. On peut avoir recours à une séquence de rehaussement précoce en écho de gradient qui est réalisée 1 à 2 minutes après injection de produits de contraste. Et la séquence de rehaussement tardif dont on va parler aujourd'hui, elle sera réalisée à peu près vers les 10 minutes de l'injection de produits de contraste. Et c'est cette séquence de rehaussement qu'on va étudier maintenant. Alors, c'est quoi le rehaussement tardif? En fait, on entend par rehaussement tardif, c'est la prise de contraste qui est anormale, et je souligne anormale, qui survient de façon localisée dans le myocarde plusieurs minutes après que l'hypersignal fugace du premier passage se soit éteint dans le reste du muscle cardiaque. C'est-à-dire, on va injecter du produit de contraste, on va prendre d'abord les premières séquences de perfusion et à peu près 8 à 10 minutes après, on va faire une deuxième acquisition et on va voir une prise de contraste qui est anormale. Cette séquence de rehaussement tardif est adoptée et intégrée dans le protocole d'IRM cardiaque, et ce pour une gamme de pathologies de plus en plus large. En effet, le rehaussement tardif peut traduire un œdème qui est d'origine ischémique, par exemple au cours de la pathologie ischémique IDM à la phase aiguë. Il peut traduire une pathologie inflammatoire ou infectieuse, donc la plus répandue, c'est la myocardite. Elle peut traduire également des remaniements fibreux qu'on peut observer au cours des séquelles d'infarctus de myocarde ou encore dans des cardiomyopathies. On peut également étudier la prise de contraste tardive sur une lésion tumorale. Et donc, c'est quoi alors le principe physique de cette séquence? Après injection intraveineuse de chélate de gadolinium, les molécules étant diffusibles se distribuent librement dans le compartiment extracellulaire, la diffusion intracellulaire n'étant pas possible à l'état normal. Le rehaussement tardif traduit la retention anormale de gadolinium dans le myocarde. Et la retention
de produits de contraste est due à plusieurs mécanismes qui sont intriqués, dont deux sont les plus importants à connaître. D'abord, nous assistons à une augmentation du volume de distribution extracellulaire. Et cette augmentation du volume de distribution, on va l'observer au cours de l'œdème, qu'il soit d'origine cytotoxique, d'origine vasomoteur, d'origine de reperfusion, au cours des phénomènes de reperfusion, dans la rupture de la membrane myocitaire, dans différents phénomènes pathologiques. On peut également assister à un deuxième mécanisme qui est le retard de lavage ou diminution du washout, c'est-à-dire lors de la fibrose d'un infarctus ancien ou encore au cours des cardiomyopathies, parce que plusieurs cardiomyopathies vont se compliquer de fibrose. Je m'explique par ce schéma qui est très facile à apprendre. Alors, voici sur ce schéma schématiser les myocytes. Et donc là, c'est un myocarde normal. Et quand on injecte du produit de contraste, nous allons observer un gadolinium qui va rehausser l'interstitium qui représente 15% du volume myocardique. Et donc, vous allez voir que ces petites étoiles rouges, qui signifient le gadolinium, vont circuler dans l'espace extracellulaire et ne rentrent pas à l'état normal dans les cellules. Alors, si on veut tracer à l'état normal la courbe de l'évolution du signal au cours du temps, après injection de produits de contraste, et ben après avoir injecté, on va observer une augmentation du signal qu'on va marquer avec pratiquement un pic lors des toutes premières minutes. Et après, on va assister à une chute du signal, elle est progressive jusqu'à ce qu'il s'annule. Alors, à l'état normal, si on va acquérir une séquence, on ne va pas trouver de rehaussement tardif. Le gadolinium est alors éliminé et il n'y a pas de prise de contraste. Rappelez-vous, on a dit que la prise de contraste au temps tardif, c'est une prise de contraste anormale. C'est-à-dire, si un état d'un myocarde schématisé ici lors d'un infarctus de myocarde. Et alors, lors de l'infarctus de myocarde, il y a une ischémie qui va générer une altération de la membrane cellulaire et donc une altération des échanges à travers cette membrane. Et les molécules de gadolinium vont persister d'abord dans l'espace péricellulaire ou extracellulaire, mais elles vont pouvoir également pénétrer à l'intérieur des cellules. Donc, on aura une diffusion du gadolinium dans le secteur intracellulaire de façon anormale. Dans les phénomènes inflammatoires, par exemple, comme les myocardites, comme toutes les autres pathologies, ou encore dans la fibrose, il y aura par contre une augmentation de la matrice extracellulaire. Donc, on a schématisé les deux mécanismes. Dans le myocarde normal, il n'y aura pas de retard d'élimination de gadolinium, il n'y aura pas de prise de contraste, donc il n'y a pas de rehaussement tardif. Par contre, dans les autres situations pathologiques, il y aura une augmentation du volume de distribution et un retard d'élimination de gadolinium, donc il y a une prise de contraste. Alors, si on redessine notre courbe sur le myocarde anormal, d'abord nous reprenons notre courbe sur un myocarde normal et puis sur un myocarde qui est pathologique. Après injection de produits de contraste, on va donc observer une augmentation du signal avec le temps qui après va être constant. Il augmente à un certain moment, il restera constant et donc on assiste à une absence d'élimination du gadolinium. Donc, sur un myocarde anormal qui soit infarci ou atteint d'une autre cardiomyopathie, il y aura une cinétique du gadolinium qui est différente par rapport à la normale, mais il y a également un retard d'élimination du gadolinium. Et donc, il y aura une prise de contraste seulement sur un myocarde anormal. Alors, maintenant, sur le plan technique, la qualité des séquences de rehaussement tardif, elle dépend de plusieurs paramètres. D'abord, le produit de contraste, on va l'injecter à peu près à la dose de 0,1 à 0,2 millimoles par kilo. Après, il y aura un délai entre l'injection et l'acquisition qui est à peu près de 10 minutes quand on soupçonne une ischémie et de 8 minutes quand on soupçonne une myocardite. On va se poser la question ici, comment on va le savoir alors qu'on n'a pas encore acquis?
Alors, comment on peut le savoir? Parce que d'abord, nous avons un contexte clinique qui va nous dire nous nous penchons plutôt vers l'ischémie ou plutôt vers la myocardite, d'une part, et d'autre part, bien évidemment, rappelez-vous, cette séquence de rehaussement tardif, comme a dit Dr Mesri autrefois, c'est la séquence, la dernière séquence qu'on va acquérir sur IRM. C'est-à-dire, quand on va acquérir cette séquence, on aura fait toutes les autres séquences sans injection de produits de contraste et la séquence de perfusion. Et donc, déjà, nous avons une idée sur les phénomènes pathologiques, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont en rapport avec une ischémie ou une myocardite. Donc, on va demander au manipulateur d'acquérir au temps idéal. Alors, ça va dépendre également du type de séquence choisie. Des séquences en pondération T1, en écho de gradient ultra rapide ou en écho de gradient à l'état d'équilibre. Alors, pour mieux visualiser l'extension transmurale du rayonnement, le contraste de ces séquences est optimisé par deux façons. La première, c'est une séquence inversion-récupération avec un TI annulant le signal du myocarde sain. Ce TI est déterminé au préalable par une séquence dédiée, T1 Scout ou le glucor, par exemple sur le Philips, on va l'appeler le glucor, qui teste une gamme de TI afin que l'utilisateur puisse choisir le TI pour lequel le signal de myocarde sain apparaît le mieux supprimé. Elle est à peu près à 300 millisecondes. Je vous montre ici cette séquence de Look que nous avons sur notre appareil Philips. Et donc, sur le même endroit, sur cette coupe axiale de petit axe du VG, vous allez observer différents signaux de myocarde. Et on va choisir la séquence là où le myocarde est le plus noir pour pouvoir avoir un bon contraste avec le rehaussement tardif. Et donc là, on va choisir le TI qu'on va imposer pour acquérir notre séquence. Alors, la deuxième séquence qui va nous permettre également d'optimiser cette prise de contraste, c'est une séquence de type PSIR. Cette séquence, elle est plus robuste car indépendante du TI, qui est parfois difficile à régler en fonction des patients. Et on va voir une situation là où le TI est difficile à choisir. Alors, cette technique, la technique PSIR, incorpore dans une séquence inversion, récupération, écho de gradient ultra rapide l'acquisition de coupes de référence sans allonger la durée de la séquence. Et donc, elle ne nécessite pas une apnée assez prolongée. Alors, sur le plan sémiologique maintenant, et donc ce rehaussement tardif obéit à une sémiologie radiologique qui est maintenant connue pour tout ce qui est l'IRM cardiaque. Et en analysant ces signes, on va chercher deux signes sémiologiques. D'abord, on va avoir la topographie de la prise de contraste. Cette topographie, elle sera donc mise en évidence soit dans l'épaisseur du myocarde, et on va chercher son caractère systématisé ou non, c'est-à-dire est-ce qu'elle répond à un territoire artériel particulier ou non. Et on va chercher également la topographie dans les différentes parois des cavités cardiaques, des vaisseaux, parce qu'il y a des pathologies là où on va mettre en évidence un rehaussement tardif dans la paroi des différentes cavités cardiaques, mais également dans les gros vaisseaux. Le deuxième signe sémiologique également à rechercher, c'est le type de la prise de contraste. Donc, cette prise de contraste, elle peut être nodulaire, comme elle peut être linéaire, elle peut être patchy, ainsi de suite. Alors, voici sur ce schéma qui est très intéressant, qui montre la localisation, la topographie au sein de la paroi myocardique. Et ce schéma donc représente une coupe petit axe sur le ventricule gauche. Et ce que vous voyez ici en bleu, par exemple, c'est la région sous-endocardique. C'est la région qui est au contact de la cavité cardiaque. Elle représente l'endocarde. La région sous-épicardique, donc, c'est la plus superficielle. Vous la voyez ici. Elle est en contact épicarde. Et nous avons également la région mésocardiale qui est au sein du myocarde. Elle est au milieu. Elle est représentée en jaune. Et on peut avoir également une topographie qui est appelée transmurale, c'est-à-dire elle va intéresser la totalité des tuniques cardiaques. Voici un exemple d'une prise de contraste sous-endocardique et donc elle répond parfaitement bien à ce schéma. Et on peut avoir également une prise de contraste sous-épicardique qu'on voit ici, qui épargne l'endocarde qu'on voit ici en hyposignal et elle répond également à ce schéma qui montre la prise de contraste de type sous-épicardique.
Alors, concernant la sémiologie de la cardiopathie ischémique, et là, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails. Nous allons voir des cours qui sont très détaillés concernant les différentes pathologies. Mais là, c'est juste pour renforcer comme ça les idées ou vous montrer un peu de sémiologie. Alors, concernant la sémiologie de la cardiopathie ischémique, je reprends mon schéma avec ma coupe sur le petit axe et le schéma qui montre la prise de contraste sous endocardique. Et voici ce que je peux voir. Je peux voir une prise de contraste, un rehaussement sous-endocardique, comme vous le voyez ici, que je reprends également, je retrouve sur un autre plan, c'est-à-dire un plan long axe. C'est un rehaussement sous-endocardique qui est systématisé, mais également, il faut rechercher sur les autres séquences un œdème à la phase aiguë, c'est-à-dire sur les séquences STIR, qui va m'aider également à rechercher ma prise de contraste au temps tardif. Je vais rechercher également une hypoperfusion sur les séquences de premier passage et on va analyser les anomalies cinétiques, ce qui fait que le tout va représenter pour nous carrément un tableau radiologique qui va caractériser l'ischémie du myocarde. Alors, c'est quoi le caractère systématisation artérielle dont nous parlait Dr Mahtouk les autres fois? C'est la segmentation myocardique, je ne rappelle pas, et ce qu'on appelle l'œil de bœuf. L'œil de bœuf, en fait, c'est cette fenêtre qu'on appelle œil de bœuf. Et là, donc, ça représente le schéma qui va reprendre la systématisation et les secteurs qui sont vascularisés soit par l'IVA, soit par l'artère coronaire droite, soit par la CX. Et donc, au cours de nos coupes, que ce soit dans un plan axial ou dans un plan longitudinal, horizontal ou vertical, on va retrouver les différents compartiments représentés et on va reconnaître facilement notre artère coupable. Alors, concernant la cardiopathie ischémique, elle peut être également transmurale. Et comme je vous ai dit, on va revenir sur la sémiologie avec beaucoup de détails. Alors, ce qu'on peut voir sur cette séquence de rehaussement tardif, c'est une prise de contraste qui intéresse la totalité du myocarde, c'est-à-dire elle est transmurale. Et donc, on reprend également notre schéma et nos coupes, là où sont représentés les différents segments du VG, et on va donc rechercher le siège particulier des prises de contraste, et on va reconnaître l'artère coupable s'il n'est pas connu jusque-là, ou encore on va confirmer ce que notre collègue correspondant cardiologue nous a signalé sur sa demande. Alors, on va observer un rehaussement tardif, comme je l'ai dit, transmural, à base sous-endocardique et systématisé dans le territoire de l'IVA, comme c'est le cas ici. C'est le territoire de l'IVA. Pourquoi? Parce que j'ai mon IVA qui est représenté et je peux reconnaître. Et donc, en plus de cette prise de contraste anormale, je vais mettre en évidence une akinésie dans le même territoire sur des séquences de ciné-IRM. Et donc, là, je peux conclure à des séquelles d'ischémie ancienne. Et donc, vous allez voir que cette séquence de rehaussement tardif, elle est toujours et toujours intégrée dans un contexte clinique, mais elle est également confrontée aux autres séquences. Et elle reste une séquence primordiale. Alors, la cardiopathie ischémique, elle peut être le siège au niveau d'un territoire de l'une des artères, l'IVA, la coronaire droite, et voici des exemples dans chaque couple, la coronaire droite, la CX. Elle peut être intéressée deux territoires, comme ici, par exemple, dans le territoire de l'artère coronaire droite, comme elle peut être aussi également et en même temps sur une paroi qui est irriguée par l'IVA. Elle peut également siéger au niveau d'un territoire de la CX, mais également sur un territoire de l'IVA. Donc là, on va faire nos coupes dans un plan axial et un plan longitudinal et on va reconnaître les différents segments et on va reconnaître l'artère qui est devenue cette ischémie. Alors, concernant les cardiopathies ischémiques, elles peuvent être soit primaires, soit secondaires. Et la plus connue et la plus importante à connaître, la plus fréquente, c'est la myocardite. Et donc, ce schéma, comme on a fait pour l'ischémie du myocarde, il représente le siège de la prise de contraste dans les myocardites. Et donc, là, ce qu'on peut avoir en IRM, voici un exemple. Nous avons un rehaussement qui est de siège sous-épicardique. Il peut être également intramyocardique, comme c'est le cas ici.
Et donc, cette prise de contraste, elle peut être linéaire, comme on la voit sur cette coupe, comme elle peut être nodulaire, par exemple, ou patchy, sur cette paroi intérieure du VG. Alors, la prise de contraste dans la myocardite, on sait qu'elle prédomine sur la paroi latérale et inférieure, et comme ça, on va confronter nos données aux autres données, aux autres séquences, au contexte clinique, et donc on va pouvoir poser le diagnostic de la myocardite. Là, on peut conclure que la séquence de rehaussement tardif elle est cruciale, en particulier en cas de syndrome coronarien à coronaire saine. Donc, on peut faire la différence entre la pathologie ischémique et la myocardite pour pouvoir donc entamer notre enquête et traiter le patient. Alors, on peut avoir également ce type de rehaussement qui est en faveur de la myocardite et d'autant plus que, vous le voyez ici, ça c'est la même coupe que j'ai repris, et donc ce rehaussement tardif est en faveur de la myocardite, d'autant plus que le contexte clinique s'apprête, donc il est dicté par notre correspondant, que l'œdème inflammatoire dans le même territoire, on le retrouve sur la séquence en pondération T2 ou encore la séquence STIR, et qui correspond au même territoire là où il y a eu une prise de contraste à la séquence tardive. On peut trouver également une hyperémie sur la séquence de perfusion de premier passage et on peut trouver également des anomalies cinétiques segmentaires qui témoignent d'une dysfonction systolique du VG sur les séquences de la CINI-IRM. On peut également mettre en évidence un épanchement péricardique ou une prise de contraste qui témoigne d'une myopéricardite. Donc, je répète, la séquence de rehaussement tardif, oui, elle est très intéressante, mais elle est toujours et toujours intégrée et donc confrontée aux autres séquences. Dans la cardiomyopathie dilatée, je passe également très rapidement, cette CMD. Dans la CMD, la CINI-IRM, elle va montrer des troubles de la cinétique et elle s'occupe également de la mesure des diamètres et des volumes. Et la séquence de rehaussement tardif, elle permet de faire la différence entre une cause ischémique ou une cause inflammatoire, c'est-à-dire une myocardite, et elle permet d'orienter l'enquête étiologique pour trouver une explication à la cardiomyopathie dilatée et donc la traiter ou au moins arrêter son évolution. Alors, sur ces coupes, sur cet exemple de cardiomyopathie dilatée, je montre une dilatation du diamètre du VG avec une prise de contraste qu'on va regarder ici. Elle est sous-épicardique, elle est étendue du VG, elle est linéaire, comme on le voit ici, elle n'est pas endroit nodulaire, et donc pouvant traduire une cardiomyopathie non ischémique. Et donc, on aura au moins éliminé l'origine ischémique et nous allons par d'autres moyens rechercher la cause de cette cardiomyopathie dilatée. Dans la dysplasie ventriculaire droite arythmogène, les séquences de CINI-IRM montrent une anomalie de cinétique du VD et mesurent les diamètres. Et c'est ça qui est capital pour le diagnostic, alors que la séquence de rehaussement tardif, quand on la réalise, elle peut montrer une prise de contraste de la paroi du VD ou la chambre de chasse témoignant de la composante fibreuse. Et donc, ceci est important. Enfin, il faut la faire, cette séquence de rehaussement tardif, parce que c'est un critère diagnostique parmi d'autres. Et donc là, je vous montre un exemple de prise de contraste au niveau du VD. Là, c'est une séquence T1 qu'on peut ne pas faire sur une DAVD. Elle n'est plus intéressante, elle ne rentre plus dans le critère de cette pathologie. Pour la sarcoïdose, par exemple, la séquence de rehaussement tardif peut montrer une prise de contraste transmurale non systématisée parce qu'elle n'est pas ischémique. Elle peut être nodulaire à la phase aiguë et linéaire à la phase cicatricielle de la maladie et elle peut s'accompagner d'un amincissement pariétal. Et en voici alors un exemple. Là, on peut mettre en évidence une prise de contraste qui est transmurale comme on la voit ici. Voici par exemple le myocarde normal et cette paroi septale et une paroi latérale. Et donc, c'est une prise de contraste qui est étendue, elle est transmurale, elle est étendue au niveau du VG, elle intéresse également le VD, le logé également, elle est linéaire et nodulaire, là il est nodulaire, là il est linéaire, et elle peut traduire une cardiomyopathie non ischémique. Et donc, si on a déjà éliminé la cardiomyopathie ischémique, on peut, comme je vous ai dit, par d'autres moyens, dresser notre gamme diagnostique qui donc sera limitée des cardiomyopathies non ischémiques et on va pouvoir donc la limiter cette gamme diagnostique et confirmer le diagnostic par d'autres moyens.
Alors là, on va souligner l'intérêt de l'IRM pour le diagnostic dans la sarcoïdose, car l'atteinte cardiaque, elle peut être asymptomatique et elle peut entraîner la mort subite par atteinte cardiaque, alors qu'elle peut rester toujours méconnue. Donc, c'est important de connaître sa sémiologie radiologique quand on nous demande de la rechercher. Là, c'est un cas d'amylose et dans cette amylose, il y a un rehaussement tardif sous-endocardique comme on le voit ici sur la paroi latérale du VG. C'est un rehaussement tardif sous-endocardique. Il est diffus, non systématisé, il est hétérogène. Et il s'accompagne d'un épanchement péricardique et une hypertrophie ventriculaire concentrique et une dilatation biatréale qu'on ne voit pas, enfin peut-être ici un peu, hein, surtout l'oreillette droite qui est dilatée, avec une difficulté là à choisir un TI pour notre séquence de rehaussement tardif. Quand on trouve déjà une difficulté à choisir le TI sur les séquences de glucose ou sur les séquences TI Scout sur le général électrique par exemple, on va dire tiens, ça c'est un critère en plus de tout ce que j'ai souligné et donc ça c'est un autre critère qui est connu, qui caractérise l'amylose. Voilà, alors en conclusion, la séquence de rehaussement tardif, elle est incontournable pour faire la différence entre les lésions d'infarctus et de la myocardite. L'apport de cette séquence est crucial pour le diagnostic, le bilan étiologique, le suivi et le pronostic de la pathologie ischémique et non ischémique. Et donc, il faut la confronter aux autres séquences IRM, et, je rappelle qu'il est la dernière séquence à acquérir, et donc surtout aux autres données cliniques et paracliniques pour pouvoir faire un diagnostic donc, plus précis. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions et vos remarques, les remarques de Simès s'il peut rajouter quelque chose. Merci beaucoup, Dr. Hassan, pour cette Merci, excellente merci. présentation. Je passe la parole à Dr. Mesri s'il a des remarques à faire. Et on attend vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la rubrique de chat. Merci Oussem, merci Dr. Hasni pour cette excellente présentation je pense, qui a fait le tour sur le rehaussement tardif, qui est la séquence la plus importante, je pense la plus importante en IRM cardiaque, en l'exploration cardiaque. Bon, j'ai pas beaucoup de remarques. Peut-être je vais la présentation qui va suivre, c'est juste un complément. Bon, un complément, ça va concerner essentiellement les principes physiques du rehaussement tardif, juste pour mieux assimiler, parce que je sais que l'IRM cardiaque, et surtout ceux qui ne pratiquent pas beaucoup l'IRM cardiaque, parfois c'est pas évident le fait de revoir les séquences, les principes et tout. Ça permet de mieux comprendre le principe et par la suite mieux réussir l'examen et interpréter donc les examens. Oui, Donc, ça serait intéressant de nous expliquer, par exemple, comment éviter les artefacts. Oui, parce que là, l'artefact, c'est l'ennemi de l'interprétation des IRM cardiaques. Oui, Voilà. effectivement. Ben, je vais partager donc la présentation. Arrêtez le partage, Dr. Hassan. Vous pouvez partager. Alors, منين نمشي أنا pour partager, pour arrêter. C'est bon, Dr. Hassan. C'est bon? C'est bon ou Ok. pas? Oui, Actuellement, on voit l'écran de Oui, c'est Dr. bon. c'est ça. On voit l'écran, la présentation de Dr. Matouk. Voilà. Donc, Ok, merci. juste quelques diapos, hein, une dizaine de diapos, mais juste pour mieux comprendre le principe physique du rehaussement tardif, qui est une séquence primordiale et c'est la séquence la plus importante, notamment pour la cardiopathie ischémique. La cardiopathie non ischémique également, en particulier la myocardite, la sarcoïdose, comme a dit Dr. Hasni tout à l'heure. Peut-être on ne la réalise pas seulement si on demande, par exemple,
soit on est devant une faible suspicion de dysplasie arythmogène et on trouve une bonne fonction ventriculaire. Donc, vraiment, dans les cas douteux, si le cas est très suspect de dysplasie, dans ce cas, il faut réaliser cette séquence. Sinon, si on demande l'IRM juste pour calculer la fraction d'éjection, dans ce cas, on fait uniquement les séquences de ciné-IRM, à savoir les séquences qu'on a vues l'autre fois, le long axe de cavité, pseudo-cas de cavité, puis le petit axe pour le calcul de la fraction d'éjection, et par la suite la coupe 4 cavité pour faire le calcul de la fonction ventriculaire gauche, notamment chez les patients qui vont être traités par chimiothérapie. Mais sinon, presque dans la plupart des cas, il faut injecter et donc il faut réaliser cette séquence de rehaussement dynamique, de rehaussement tardif. Bon, cette séquence, elle est réalisée après injection de produit de contraste, qui est le gadolinium. Et je vous rappelle que le gadolinium, il n'est pas visible en IRM. On ne voit pas le gadolinium, mais on voit son effet sur le tissu de voisinage qui est visible. Donc, le tissu, il était en hyposignal T1. Quand il se mélange avec le gadolinium, il devient en hypersignal. C'est exactement comme le champ magnétique qu'on ne voit pas, mais avec l'émail de fer, on peut voir les lignes donc, du champ magnétique. Donc, c'est le même principe. Le gadolinium, on ne le voit pas, mais on voit son effet. Il a deux effets, le gadolinium. Il raccourcit le T1 d'un tissu. Par exemple, un tissu qui a un T1, qu'on a dit l'autre fois, le T1 et le T2 d'un tissu sont des constantes. Le T1 d'un tissu, je dis n'importe quoi, il est égal à 500 millisecondes. Quand il se mélange avec le gadolinium, il devient à 400, 300, 250. Eh bien, c'est très variable, mais l'essentiel, il devient plus court que le T1 d'un tissu sans injection de gadolinium. C'est la même chose pour le T2, mais le T2, l'effet, il est beaucoup moins important avec le gadolinium. Il y a les autres, les produits de contraste super paramagnétiques, mais pour nous, en IRM cardiaque, on va utiliser le gadolinium et on sait que le gadolinium, il raccourcit beaucoup le T1 de tous les tissus où il est situé. On voit un exemple d'une courbe de rehaussement, donc une courbe de la repousse de l'aimantation longitudinale d'un myocarde normal. Donc, vous voyez, c'est une courbe exponentielle croissante qui est caractérisée par un temps qu'on appelle T1. Donc, ça, c'est le T1 qui correspond à la repousse de 63% à peu près du signal. Quand on fait la projection, on aura une valeur, donc en millisecondes, c'est le temps, c'est ce qu'on appelle le T1. Donc ça, c'est le myocarde sans injection de gadolinium. Imaginez qu'on va injecter du gadolinium, et bien qu'est-ce qui va se passer? On a dit que le gadolinium, il raccourcit le T1 du myocarde. Vous voyez le myocarde ici, il est en hyposignal. Après injection de gadolinium, vous voyez la courbe, elle se décale vers le côté gauche. Et pourquoi? Eh bien, on a un T1 qui devient plus court. Donc, vous voyez, si on reprend l'analogie de la montagne, vous voyez, donc il y a une repousse, donc il y a une augmentation beaucoup plus rapide de l'aimantation longitudinale à cause du gadolinium. Donc, comme si le gadolinium, il va accélérer le T1 d'un tissu. Le T1, il était ici, donc il y aura une repousse, donc il augmente, il raccourcit le T1, pardon, et comment il va se traduire? Eh bien, il va devenir en hypersignal. Donc, tout ça pour vous dire que le gadolinium, on ne le voit pas. On voit son effet. OK? Donc, c'est la même chose ici. Si on a deux secteurs, un secteur extracellulaire et un secteur intracellulaire, le gadolinium, vous savez tous que c'est un produit de contraste. C'est un agent extracellulaire pur. Donc, il passe au niveau des vaisseaux, au niveau de l'interstitium, mais il n'entre pas dans les cellules. Donc, vous voyez, le gadolinium, il est là. Quand le gadolinium arrive, les tissus deviennent en hypersignal, alors que le tissu et le secteur intracellulaire, puisqu'il ne reçoit pas de gadolinium, il reste en hyposignal. Imaginez cette fois-ci, on a une destruction de la membrane cellulaire, quelle que soit la cause, par exemple une nécrose ou donc une nécrose cellulaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le gadolinium, il va se placer partout, dans le secteur extracellulaire et dans le secteur intracellulaire qui est détruit à cause de l'arrêt
de la pompe en A+, K+, il y aura une destruction de la membrane cellulaire qui était donc une membrane qui protège contre le passage du gadolinium. Là, le gadolinium, il passe et on aura tout en hypersigne. Donc, un peu de physiopathologie, vous voyez, donc avec un myocarde normal, comme a expliqué tout à l'heure Dr Hasni, donc on a beaucoup de cellules de cardiomyocytes avec très peu de gadolinium au niveau de l'interstitium, parce qu'un myocarde normal, il n'y a pas beaucoup d'interstitium. En cas d'un infarctus récent, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il y a un arrêt de la pompe Na+, K+, et le gadolinium, il va passer en intracellulaire. Donc, il y aura un volume de distribution qui devient très, très important. C'est la même chose ici, avec un infarctus à la phase cicatricielle, presque il n'y a plus de cardiomyocytes, ils sont complètement détruits, ils sont remplacés par des cellules, du collagène, des fibres de collagène et tout, et donc on aura un secteur interstitiel qui est très, très important. Donc, si on fait la différence entre un myocarde normal et un myocarde pathologique, quelle que soit la cause, donc un infarctus récent ou chronique, et c'est la même chose si on parle sur une myocardite, que ce soit aiguë ou chronique ou une sarcoïdose, donc on aura la même physiopathologie, à savoir une augmentation du secteur extracellulaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on aura un volume de distribution de gadolinium qui est relativement faible dans un myocarde qui est normal. À l'opposé, le myocarde, il est richement vascularisé, alors que à la phase aiguë ou à la phase chronique d'un infarctus, on aura un volume de distribution qui devient très, très important à cause de la destruction des cellules, alors que la vascularisation, elle est très faible. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le plan rehaussement? Donc, vous voyez, si on prend la courbe de rehaussement en fonction du temps, le signal en fonction du temps, vous voyez le myocarde normal et la nécrose ou la fibrose qui est secondaire à une myocardite, eh ben, dès qu'on injecte le gadolinium, on aura une augmentation très rapide du signal du myocarde sain. Pourquoi? Parce qu'il contient beaucoup de vaisseaux, il est richement vascularisé, donc il va se rehausser de façon très rapide. Alors que la nécrose, comme son nom l'indique, la vascularisation, elle est très faible au niveau de la nécrose, donc le rehaussement, il se fait très, très, très lentement. Et au cours de la première minute, vous voyez, on a un myocarde qui est en hypersignal, alors que la nécrose, elle est en hyposignal. Cette zone ou cette période, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à la perfusion du premier passage qu'on a vu l'autre fois pour détecter l'ischémie, par exemple. Donc, on aura le myocarde qui est normalement vascularisé, il va se rehausser, il devient en hypersignal de façon précoce et rapide, alors que la nécrose, elle reste toujours en hyposignal parce que le gadolinium aura du mal à arriver au niveau de la nécrose. À partir de la première minute, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va avoir ce qu'on appelle le washout au niveau du myocarde normal. Pourquoi? Parce qu'après une minute, deux minutes, le gadolinium atteint le point d'équilibre et il y aura le marche arrière, c'est-à-dire une élimination par voie rénale. Donc, la concentration au niveau des vaisseaux, elle va diminuer. Et puisque la concentration au niveau des vaisseaux diminue, donc il y aura une récaptation du gadolinium du secteur interstitiel vers les vaisseaux pour qu'il soit éliminé par voie urinaire. Donc, on aura une décroissance lente de la concentration du produit de contraste, du gadolinium, au niveau du secteur interstitiel, à savoir au niveau du myocarde sain. Alors qu'au niveau de la nécrose, le gadolinium arrive et comme s'il est piégé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vaisseaux, donc il n'y aura pas le phénomène de washout. Donc le washout, il devient très, très tardif. Donc si on continue, vous voyez, donc le washout continue au niveau du myocarde sain, et presque à 10 minutes, presque il n'y a plus de gadolinium au niveau du myocarde sain, alors que la nécrose, elle accumule petit à petit le gadolinium jusqu'à atteindre un maximum à 10 minutes et ça peut continuer jusqu'à 30 minutes. Et c'est pour cette raison qu'on peut réaliser cette séquence
à partir de la 10e minute jusqu'à 30 minutes. Généralement, il n'y a pas beaucoup de changements au niveau de contraste. Donc, vous voyez, si on réalise notre séquence de rehaussement tardif après 10 minutes de début de l'injection, on aura une nécrose qui contient beaucoup de gadolinium, alors que le myocarde sain, presque, il ne contient pas du tout de gadolinium. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, voyez ici, le myocarde normal, la repousse, elle se fait selon une exponentielle croissante qui correspond au T1 du myocarde normal, alors que la nécrose, ça on l'a vu tout à l'heure, ou la cicatrice de façon générale, la repousse, elle se fait de façon beaucoup plus rapide à cause du gadolinium. Donc, le myocarde pathologique ou la cicatrice a un T1 plus court que le myocarde normal parce qu'elle accumule le gadolinium. Donc, elle accumule le gadolinium. Imaginez qu'on va lancer une séquence après cette période-là, ce qu'on appelle le TI, qui correspond au 0,69, le T1 du myocarde normal. Qu'est-ce qu'on va avoir? Vous voyez, le myocarde normal, il passe par 0, donc il ne donne pas de signal du tout, alors que la cicatrice, elle est au-dessus de la ligne de base et donc elle devient en hypersignal. Donc, on aura un maximum de contraste entre la cicatrice ou le myocarde pathologique et le myocarde normal qui est complètement noir. Et on aura ce type de séquence ou d'image où on a un hypersignal de tout ce qui est pathologique. Et en l'occurrence, ici, c'est un infarctus sous-endocardique au niveau de la paroi inférieure du myocarde, alors que le myocarde normal, schématisé en noir, donc on aura une image en noir et blanc. Le blanc, au niveau du myocarde, c'est pathologique, c'est une cicatrice fibreuse, c'est de la nécrose, c'est tout ce qui est inflammatoire ou tout ce qui est nécrose, alors que le myocarde pathologique, il est complètement noir. C'est une séquence qui est en inversion en récupération. Vous voyez, la repousse, elle se fait du moins max. Donc, elle commence, on débute notre séquence par une impulsion 180 degrés. Donc, pourquoi? Pour augmenter donc, le parcours du vecteur vert. Au lieu de passer du 0 à plus max, on passe du moins max vers le plus max. Donc, on augmente le trajet et donc on augmente davantage le contraste. Et sans l'inversion en récupération, bien sûr, on ne peut pas annuler le signal de myocarde normal. Il y a des variantes en 2D et il y a des variantes en 3D, mais en pratique, on préfère faire les deux. Pourquoi? Parce que le 3D, c'est rapide, certes, mais on n'a pas un bon rapport signal sur bruit. Ce n'est pas comme les séquences 2D. Et le mieux, c'est de faire les séquences PSIR, qui sont des séquences en inversion en récupération, mais qui sont sensibles à la phase. Donc, on aura un très bon contraste entre le tissu pathologique et le tissu normal. Les séquences PSIR, le plus souvent, sont réalisées en 2D. Je pense que la version 3D, elle n'est pas disponible sur toutes les machines. D'ailleurs, la séquence PSIR, elle est actuellement disponible sur les séquences, sur les machines Philips, les machines Siemens. Je ne sais pas sur les machines General Electric, elle est actuellement disponible ou pas. Je pense que 2 ans donc en 2017-2018, cette séquence n'était pas disponible sur les machines General Electric. Mais peu importe, avec les séquences donc, classiques, donc les séquences de rehaussement tardif classiques en 2D et 3D, on peut répondre facilement à la question est-ce qu'il y a de nécrose ou il n'y a pas. Donc, pour que le myocarde normal passe par 0, on a dit qu'il faut faire les calculs et dire que le T1 ou le TI plutôt, le temps d'inversion, le temps que le myocarde passe par 0, c'est un temps qui est calculé mathématiquement par la formule 0,69, le T1 du myocarde normal. Donc, si on sait le T1 du myocarde normal, on sait à quel moment il passe par 0. Et ça, c'est le plus important. Donc, il faut connaître le T1 du myocarde normal pour pouvoir annuler son signal. Annuler son signal pour avoir ce type d'image. Vous voyez, comme on a vu tout à l'heure avec Dr Hasni, avec une prise de contraste sous-épicardique au niveau de la paroi latérale en rapport avec une myocardite.
C'est la même chose, une prise de contraste linéaire au niveau de la paroi inférolatérale en rapport, peut-être en rapport avec une myocardite. Ce qui est sûr, c'est pas un infarctus, alors qu'ici, l'atteinte, elle est sous-endocardique et on est face à un infarctus. L'acquisition, elle est réalisée en mode prospectif. Donc, vous voyez, avec le gating cardiaque, l'acquisition, elle se fait en télédiastole pour avoir le minimum d'artefacts de mouvement. Donc, le motif préparatoire avec une impulsion 180 degrés, peu importe, ça débute dès qu'on détecte l'onde R. Par la suite, on lance l'acquisition pour la faire correspondre à la télédiastole où on a le moins d'artefacts de mouvement. Ce sont des coupes qui sont relativement épaisses, même avec la variante 3D, ce sont des coupes qui sont épaisses. Et qui dit coupe épaisse dit effet de volume partiel. Et je reviens sur la remarque de Dr Hasni pour vous dire que interpréter une séquence de rehaussement tardif, il faut minimum 2 incidences orthogonales pour éviter ce qu'on appelle donc l'effet de volume partiel. On peut dire qu'il y a un rehaussement alors qu'il n'y a pas de rehaussement. C'était en fin de compte le péricarde par exemple. Le fait de voir l'hypersignal sur la coupe longaxe de cavité aux 4 cavités, là il n'y a pas de doute, on va dire qu'il y a un rehaussement. Donc il faut éviter l'artefact, donc l'effet de volume partiel, et il ne faut pas interpréter une seule incidence, il faut multiplier les incidences. Certes, le petit axe, c'est la référence, mais il faut également utiliser les coupes 4 cavités et les coupes longaxe de cavité. L'avantage de cette séquence, c'est un très bon rapport contraste sur bruit entre un contraste pathologique, le myocarde pathologique qui est blanc et le myocarde normal qui est très noir. Pour avoir un myocarde normal, je vais vous expliquer, c'est pas aussi facile parce que il faut connaître le T1 du myocarde normal. Mais est-ce qu'on sait le T1 du myocarde normal? Eh ben, est-ce qu'il est inférieur à 100 millisecondes? Il est égal à 100 millisecondes ou il est supérieur? Eh ben, on ne sait pas. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que le T1 de myocarde normal sans injection de gadolinium, il est aux alentours de 100 millisecondes si on travaille à 1,5 Tesla. À 3 Tesla, il est un peu plus élevé, aux alentours de 1100, 1200 peut-être millisecondes, peu importe. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est inférieur à 100 millisecondes. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, on a dit que le gadolinium, on ne le voit pas, mais on voit son effet sur le tissu où il va s'installer. Si on va réaliser cette séquence après injection de gadolinium, donc on sait que le myocarde normal a un T1 qui est égal à 100 millisecondes. Le T1 de myocarde avec du gadolinium, certes, il est inférieur à 100 millisecondes. Combien? Est-ce qu'il est égal à 900, 800, 700, 400, 300? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas. Tout ce on peut dire qu'il est inférieur à 100 millisecondes. Donc, le T1, il est inférieur à 100 millisecondes. Donc, si on fait les calculs, 0,69, le T1, donc on est sûr, la courbe, elle va décusser, donc elle va passer par 0 avant 690 millisecondes. Quand exactement, on peut pas le dire. Pourquoi? Parce qu'on a injecté le gadolinium et le raccourcissement, il est variable et il dépend de beaucoup de paramètres. Tout d'abord, la dose injectée. Injecter 10 cc de gadolinium, ce n'est pas 30 cc. La fonction rénale du patient. Un patient qui a une fonction rénale qui est plus ou moins bonne, il va éliminer rapidement le gadolinium et donc le T1, il va être différent d'un patient qui a beaucoup de gadolinium au niveau du corps. C'est la même chose pour le produit qu'on va injecter. Injecter du Dotarem, ce n'est pas injecter du Manivist ou l'Omniscan. Ce n'est pas du tout la même pharmacocinétique. Donc, c'est très variable. Le poids du patient également, il est très important. Un patient qui est obèse, chez qui on va injecter 30 cc, ce n'est pas un patient qui est maigre et on va injecter la même dose. Donc, on aura obligatoirement le T1 devient plus court chez un patient qui a beaucoup de gadolinium qu'un patient qui n'a pas beaucoup de gadolinium. Donc, tout ça, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on va tâtonner. Donc, on veut annuler le signal de myocarde normal, mais on ne sait pas le T1 du myocarde normal plus gadolinium, il est égal à combien? On sait le T1 du myocarde normal sans gadolinium, qui est égal à environ 1000 millisecondes, mais un T1 du myocarde normal avec du gadolinium, on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tâtonner. Comment on va tâtonner? Donc, on va lancer une séquence et on va utiliser un TI, un temps d'inversion qui est égal à 150 millisecondes. Et on voit cette image. On voit que le myocarde, il n'est pas noir. Donc, on fait une autre séquence avec un TI qui est différent, 170 millisecondes. On voit le myocarde, il n'est pas noir. Vous voyez le sang circulant, il est presque noir, mais le myocarde, il n'est pas noir. On varie encore une fois le TI, et il n'est pas toujours noir, et on varie plusieurs fois, on fait l'acquisition plusieurs fois, une quinzaine de fois, et on voit ensemble où le myocarde, il est complètement noir. À mon avis, c'est le 250 millisecondes. Donc, vous voyez, à 250 millisecondes, le myocarde, il devient noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va prendre notre séquence de rehaussement tardif. Il y a beaucoup de paramètres à régler, mais le paramètre le plus important, c'est le TI. On va trouver un paramètre qu'on appelle TI, qui est réglé par exemple par défaut à 200 millisecondes. On va le varier et on va mettre 250 millisecondes. Et par la suite, on va lancer notre acquisition et on va avoir ce type d'image où le myocarde il est complètement noir avec un TI qui est égal à 250 millisecondes. Tout ce qui est pathologique, il va être blanc en hypersignal parce qu'il a un T1 plus court, donc remonte plus haut que le myocarde normal qui passe par 0 si on choisit un TI à 250 millisecondes. Donc, au lieu de tâtonner et faire la séquence plusieurs fois, on va utiliser une séquence qu'on appelle une séquence lock-locker, TI scouting ou ciné-IR chez General Electric. C'est une acquisition prospective en apnée et elle est avec des TI qui sont variables. Donc, cette séquence de lock-locker, c'est une coupe, c'est monocoupe, mais avec des TI qui sont variables. Donc, on va voir une séquence avec des coupes avec des TI qui sont variables. Et on va défiler petit à petit pour voir là où le myocarde il est complètement noir. Donc, comme si on va tâtonner, mais on ne va pas tâtonner au pif comme ça. Donc, on va s'aider d'une séquence lock-locker et on va voir le TI. Le TI, il est variable. Donc, on va lire du TI le plus faible vers le TI le plus élevé et on va voir où le myocarde, il est noir. Chez ce sujet, il est égal à 250 millisecondes. Chez un autre sujet, il peut être est égal à 290. Il peut être égal à 190. Tout dépend de quoi? Tout dépend des paramètres qu'on a expliqués tout à l'heure, le poids du patient, la dose injectée, la fonction rénale, donc le poids du patient, la fonction cardiaque du patient, tous ces paramètres interviennent pour faire varier le T1 du myocarde avec le gadolinium. Le problème, il se pose tout simplement parce qu'on va utiliser cette séquence après injection de gadolinium. Si vous vous rappelez la séquence STIR, le TI il est égal à 150 millisecondes. Pourquoi il est constant? Eh bien, il est constant parce que la séquence STIR, elle est réalisée avant injection de gadolinium et elle cherche le T1 de la graisse. Or, le T1 de la graisse, il est constant. C'est la même chose pour la séquence FLAIR. C'est à peu près 2300 millisecondes, le TI. Pourquoi? Parce qu'on sait calculer le T1 du LCR et comme ça, on peut annuler son signal. Le myocarde normal, on sait son T1, mais le myocarde normal avec gadolinium, on ne le sait pas. Et c'est pour cette raison on va tâtonner. OK? Est-ce qu'il y a des séquences? Des questions, pardon? Pas de questions pour le moment. OK. Donc, c'est une acquisition prospective. Donc, cette séquence de TI scouting ou lock-locker, elle doit être réalisée juste avant de lancer les séquences de rehaussement tardif. Donc, si on se résume, donc on a dit qu'on fait la séquence de repérage, les séquences du ciné IRM, les séquences TIR et T2 mapping.
Par la suite, on commence la séquence de perfusion tout en injectant le gadolinium. Et par la suite, il n'y a plus rien à faire. On a 10 minutes de repos. Par la suite, à la 9e minute, on lance la séquence de TI scouting. On cherche là où le myocarde il devient complètement noir, on prend la valeur de ce TI et on va la régler sur les séquences de viabilité ou séquences de rehaussement tardif. Donc, les séquences de rehaussement tardif, donc, ils sont réglées grâce à la séquence de TI scouting. La séquence PSIR que vous voyez ici, qui est une variante des séquences de rehaussement tardif, c'est le même principe physique, sauf que là, le réglage, il se fait de façon automatique. Donc là, elle peut parfois nous sauver la vie, surtout si on n'a pas pu régler le TI. J'insiste sur la présence du radiologue auprès des techniciens pour techniquer et surveiller l'examen. Pourquoi? Notamment pour le choix du TI. Le choix du TI, il est très important parce que si on choisit, par exemple, ce TI de 110 millisecondes, vous allez voir, et on va voir, Inch'Allah, la prochaine fois avec les cas cliniques, qu'on aura des séquences de rehaussement tardif qui sont catastrophiques, ininterprétables. On ne peut pas les interpréter avec un TI qui est faux. Donc, si on a choisi un TI qui n'est pas adéquat, croyez-moi, vous allez rater votre examen. À moins que vous disposez de la séquence PSIR qui peut nous sauver la vie et donc sauver notre examen qu'on peut interpréter avec les séquences PSIR. Et dans ce cas, les séquences de rehaussement tardif classiques, il vaut mieux ne pas les voir parce que ça ne sert absolument à rien. OK? Donc, l'IRM cardiaque, en fin de compte, ce n'est pas sorcier. Hein? Donc, il faut un patient qui est coopérant, un bon tracé ECG, donc il faut un bon signal, que ce soit l'ECG ou le capteur de pouls. Il faut maîtriser les séquences. Vous avez vu que les séquences, il n'y en a pas 36 000, peut-être il y a beaucoup plus de séquences en IRM cérébral qu'en IRM cardiaque. Il faut beaucoup de volonté pour réussir un examen d'IRM cardiaque. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Dr Mesri, pour cette excellente présentation. Je vais voir si on a des questions. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui a posé la question sur la signification de TI, le corps. Je crois qu'il a compris, hein, parce qu'il n'a plus reposé la question. C'est ça? Oui, c'est Mohamed Ali. Il m'a posé la question, c'est quoi l'intérêt de la séquence temps d'inversion et comment on choisit cette séquence? Je pense que Dr Mesri a largement répondu à cette question. C'est bon? S'il peut intervenir, il peut poser la question, il peut activer son micro et... Si Mesri, au cours des 10 minutes d'attente, on peut faire d'autres séquences. Voilà, effectivement, pour gagner un c'est peu une bonne remarque, Dr Hasni. Là, ce qu'on voit ici, c'est le protocole, on va dire, classique. C'est ce qu'on faisait il y a peut-être une dizaine d'années. En IRM cardiaque, il faut faire ça. Mais après, des études ont montré que cette séquence de ciné-IRM, puisqu'elle offre un contraste qui est pondéré T2 sur T1, on a remarqué qu'elle est sensible à la prise de contraste du gadolinium. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on peut décaler cette séquence. On la décale ici, entre la séquence de perfusion et les séquences de rehaussement tardif. Après tout, ça va prendre entre 8 et 7 minutes maximum. On peut les intercaler ici. Et comme ça, on commence par les séquences de repérage, les séquences morphologiques, la perfusion, et puis les séquences de ciné, ce qu'on appelle le ciné post-gado cette fois-ci. Le ciné post-gado permet de sensibiliser notre examen et on va voir, Inch'Allah, la prochaine fois, qu'avec les séquences de ciné post-gado, on peut même redresser et trouver des choses qu'on n'a pas vues sur les séquences de rehaussement tardif. Et comme ça, on raccourcit notre examen et on va gagner donc 2 en 1. Donc, on raccourcit le temps d'examen et on sensibilise notre examen
pour la détection donc, des prises de contraste, que ce soit sous épi ou sous endo. Hein. OK? Le seul problème des séquences ciné post-Gado, c'est la détection des contours quand on va faire la fonction ventriculaire gauche. Parfois, la séquence, elle aura du mal à… Donc, l'appareil, pardon, le logiciel, il aura du mal à détecter le sous-endocarde pour, donc, de façon semi-automatique pour calculer la fraction d'éjection. Mais généralement, en pratique, ça passe très bien. Donc, ça passe très bien et donc, il peut détecter, il n'y a pas de souci, à moins qu'on a une nécrose qui est très étendue. Et dans ce cas, il aura du mal à détecter les contours sous-endocardiques. Mais sinon, ça se passe très bien et je vous conseille, moi personnellement, presque je fais plus, puisque je suis tout le temps pressé, presque je fais plus du ciné pré-Gado, on fait le ciné toujours en post-Gado. Voilà. Oui, nous aussi, on profite de ce temps. Bravo, Simis, une autre question, si vous voulez éclaircir. Pourquoi on choisit 10 minutes pour acquérir si on suspecte une ischémie et 8 minutes pour la myocardite? Voilà, c'est une bonne remarque également. Et ben tout simplement parce que les études ont montré que donc, normalement la zone de nécrose, bon, sur le plan physiopathologique, c'est très difficile donc, à délimiter donc, exactement. Et ce qu'on voit, le rehaussement tardif, ce qu'on voit donc, au cours d'un infarctus, on dit que c'est de la nécrose, mais en réalité, c'est pas la nécrose à 100%. Et le maximum, donc la correspondance la plus précise entre l'histologie et le rehaussement tardif, il se fait à partir de 10 minutes. Je veux dire, si on fait la séquence de rehaussement tardif avant 10 minutes dans le cadre d'un infarctus, peut-être on va surestimer la nécrose ou au contraire, on va sous-estimer la nécrose. Donc la nécrose, donc le volume de l'infarctus qu'on mesure sur la séquence de rehaussement tardif à 10 minutes, entre 10 et 30 minutes, il est très précis si on va le confronter à l'histologie. Et c'est le paramètre le plus précis. Donc, il est beaucoup plus précis que la scintigraphie, le SPECT-CT. On est beaucoup plus précis avec les séquences de rehaussement tardif. Je veux dire, ce qu'on mesure ou ce qu'on évalue comme volume nécrosé en hypersignal après 10 minutes, il correspond exactement, on va dire exactement, à la vraie nécrose donc, du myocarde. Pour la myocardite, on ne cherche pas la nécrose, on cherche la fibrose ou l'œdème interstitiel qui est dû à la myocardite. Et la myocardite, donc, on ne va pas surestimer ou sous-estimer si on réalise la séquence de rehaussement tardif à 8 minutes ou à 7 minutes. Donc, les études ont montré qu'au cours d'une myocardite, on peut réaliser la séquence de rehaussement tardif à 8 minutes, il n'y a pas de souci. Donc, ça ne fausse pas notre interprétation. Donc, ça ne change pas grand-chose. Alors que dans le cadre d'un infarctus, il faut exactement la réaliser à 10 minutes, pas avant 10 minutes, sinon on va sous-estimer ou surestimer la zone donc, de nécrose. Donc, c'est essentiellement pour évaluer la nécrose, parce que l'IRM, et on va voir ça la séance prochaine au cours de l'infarctus, on va voir que la nécrose, elle est bien corrélée donc, au rehaussement tardif. Merci beaucoup, Dr Matouk. Il y a quelques questions. Des fois, on a l'impression qu'on a un myocarde noir sur 2 ou 3 TI différents. C'est un peu proche, c'est-à-dire on a du mal à choisir le TI le plus adapté. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, c'est une très bonne question également. Je vais prendre cette diapositive pour vous montrer. Vous voyez, donc après 10 minutes, normalement, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, le myocarde normal, le washout, il va continuer. Donc, puisque le washout du myocarde normal, il va continuer, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Comme si on va retourner au T1
d'un myocarde qui n'est pas injecté par du gadolinium. Donc, normalement, si on trouve le TI, donc, si on trouve le TI à 250 millisecondes, par exemple, à 10 minutes, si on va trop tarder et on va passer à 20 minutes, par exemple, il ne faut pas s'attendre à trouver un TI à 250. Pourquoi? Parce que le TI, il va augmenter avec le temps. Pourquoi? Parce que le gadolinium, il va relarguer le gadolinium et donc, il va avoir un T1 qui revient à l'état normal. Il augmente progressivement, il devient 260, puis 270, 290. Il y a des études qui ont été réalisées et ils disent, par exemple, à 10 minutes, si on est ici à 10 minutes, la première séquence, elle est réalisée à 10 minutes et on va faire une séquence à 20 minutes parce que le rehaussement tardif, l'acquisition, elle peut durer plusieurs minutes, jusqu'à une dizaine de minutes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur les séquences, les dernières acquisitions, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit réaliser une deuxième fois le TI scouting pour voir le TI adéquat, sinon, on peut tâtonner, on va dire, on va régler à 260 ou 270, pas 310. Généralement, l'augmentation se fait lentement, donc généralement une dizaine de millisecondes par une dizaine de minutes généralement. Donc, on augmente lentement, donc on passe de 250 à 260 et puis 270. Et ben, surtout avec le temps. Donc, il faut voir sur l'injecteur si on a injecté, si l'acquisition, donc l'injection a débuté il y a une vingtaine de minutes, il ne faut pas hésiter soit à refaire le TI scouting, soit à augmenter par rapport au TI adéquat de base qui a été réalisé à 9 minutes 30. OK? Donc, normalement, le TI, il va augmenter, il ne va jamais diminuer, il va toujours augmenter progressivement jusqu'à revenir à l'état normal du T1, du myocarde normal. OK? Si on a deux ou trois, généralement, il vaut mieux prendre, surtout, il faut éviter ces séquences-là avec l'artefact en encre de Chine. Ça, c'est très important, il faut l'éviter. Et quand vous voyez cet artefact de l'encre de Chine, généralement, c'est le TI qui suit qui est le plus adapté pour la séquence. Donc, une remarque, si vous voyez cet artefact, vous voyez là, ici, tout est inversé. Vous voyez le myocarde, il y a un hypersignal qu'il ne faut pas… il y a parfois des techniciens qui réalisent des séquences comme ça et ils disent qu'il y a un rehaussement médiopariétal. Non, c'est un artefact, ce n'est pas un rehaussement médiopariétal. Mais une remarque, si vous voyez cet artefact en bande, en double bande, donc l'artefact en encre de Chine, généralement, c'est le TI qui suit qui est le plus adapté pour réaliser la séquence. OK? Donc, mais si on se trompe à 5, 10 minutes, 10 millisecondes, ce n'est pas la fin du monde. Hein. Si on prend ce TI, ce n'est pas très, très grave, mais surtout, il ne faut pas prendre ce TI ou ce TI. Ça, c'est le plus important. D'accord, merci. Quel est l'intérêt d'une deuxième injection de gado pour la séquence de rehaussement tardif? Nous, personnellement, à Monastir, on fait une seule injection, 30 cc. Il y a des équipes qui injectent moitié de la dose pour réaliser le premier passage. Et puis, après la perfusion, donc ici, je reviens ici, donc il injecte moitié de la dose avant de réaliser la perfusion. Et puis, après la fin de la perfusion, c'est-à-dire après une minute, il injecte la deuxième dose, la deuxième moitié, donc les 15 cc, sachant qu'en IRM cardiaque, on injecte une double dose. Hein. Généralement, on injecte une double dose, ce n'est pas les 15 millilitres, on injecte jusqu'à 30 millilitres. Donc, on injecte une double dose pour améliorer les séquences de rehaussement tardif. Sinon, qu'est-ce qui va se passer avec le moitié de la dose? Il y aura un washout qui est très rapide et donc le gadolinium, le relargage, il se fait très rapidement, il sera éliminé rapidement par les reins et donc on n'aura pas une prise de contraste tardif qui est très importante. On n'aura pas un contraste aussi important et aussi joli sur les séquences après 10 minutes. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut injecter la deuxième dose. Et pourquoi il injecte le moitié de la dose? Eh bien, il injecte la moitié de la dose parce que, notamment sur les anciennes machines, les séquences de perfusion,
sont très sensibles aux artefacts de susceptibilité magnétique, donc à l'effet T2 du gadolinium. Et donc, quand le gadolinium arrive, qui est très concentré, on va trouver un artefact, donc un hyposignal en bande sous-endocardique qui peut simuler une ischémie myocardique. Donc, c'est pour cette raison, les anciennes machines, généralement, ils injectent moitié de la dose. Sur les nouvelles machines, cet artefact, il est moins prononcé et on peut injecter toute la dose d'un seul coup. Voilà. Une autre remarque également, la séquence de perfusion, dans le cadre d'un infarctus, d'un bilan d'un infarctus, on va voir ça, Inch'Allah, mardi, vous allez voir avec mon collègue Nedia Mama, les cardiomyopathies non ischémiques. La séquence de perfusion, à la limite, elle n'est pas très, très, très importante dans les infarctus, et surtout si on va faire le bilan d'un infarctus chronique, donc un bilan pré-pontage, un bilan de viabilité. Ce n'est pas le bilan d'infarctus à la vase aiguë, on va les voir en détail, Inch'Allah, mercredi. Donc, à la limite, elle n'est pas très, très importante. Donc, moi, personnellement, puisque je suis tout le temps pressé, si j'ai un bilan d'un infarctus qui est ancien, donc un infarctus qui date de 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on veut faire un pontage pour être sûr, est-ce qu'on est face à un territoire qui est viable ou pas, généralement, qu'est-ce que je fais? Donc, les log 3 plans, séquence T2 STIR, on injecte le gadolinium et puis je fais même pas de perfusion, on fait le signe post-gado et puis le rehaussement tardif. Parfois même, je fais directement l'injection, je fais l'injection et puis je fais les T2 STIR et les ciné post-gado, puis le rehaussement tardif. Mais il vaut mieux faire les séquences T2 STIR, puis injecter, faire le ciné post-gado, puis le rehaussement tardif. Voilà. D'accord, merci, Dr. Mezri. Est-ce qu'on change les paramètres des séquences ciné post-gado, notamment l'angle de bascule? Voilà, bon, c'est une bonne question. L'angle de bascule, donc, on peut le changer, on peut l'augmenter, par exemple, pour pondérer mieux la séquence en T1. Nous, à Monastir, on ne le change pas, on n'a pas l'habitude de le changer, et généralement, ça donne de très belles images avec un très bon CNR contraste sur bruit, et on peut détecter beaucoup de lésions sans changer les angles de bascule. Mais on peut changer pour améliorer un peu le contraste. Voilà, on le change, donc on améliore un peu le contraste en T1. Donc on pondère plutôt notre séquence plutôt en T1. Donc elle est pondérée T2 sur T1, mais on améliore un peu, donc on la sensibilise à la détection de la prise de contraste. D'accord. Dr. Mezri, si on a une séquence PSIR, c'est pas la peine de faire anti-scouting. Oui, mais en pratique, on préfère quand même faire les séquences de viabilité classique, donc l'IR 3D, surtout les 3D, parce que la variante PSIR, du moins à Monastir, on n'a pas la variante 3D. Donc, il vaut mieux faire au moins du 3D, donc du volumique classique, qu'il faut régler le TI avec le TI scouting, et par la suite faire les séquences PSIR. Okay, mais faire seulement et uniquement les séquences PSIR, à mon avis, c'est pas on peut passer à côté de plein de choses. Pourquoi? Parce que la séquence PSIR, on ne peut pas réaliser 12 acquisitions. Donc, on aura certainement des zones qui ne sont pas bien explorées. Et c'est pour cette raison, on préfère faire des séquences 3D pour ne pas louper des prises de contraste, notamment les prises de contraste nodulaires ou bien très localisées, au cours d'un petit infarctus, par exemple. D'accord. Dans le même sens, ici, je remarque sur les premières séquences que mon patient il est fatigué, il ne retient pas bien son apnée. Est-ce que je peux passer à la PSIR ou je m'aventure quand même à faire la version récupération en 3D? S'il ne peut pas faire l'apnée. Il est fatigué au cours de l'examen. Bon, est-ce que je peux faire PSIR pour… de toute façon, la PSIR, elle est très sensible également aux artefacts de mouvement respiratoire. 3D, PSIR ou 2D,
certes, la 3D, elle est beaucoup plus sensible. Comme toutes les séquences 3D, ils sont très sensibles aux artefacts de mouvement. Donc, si le patient ne peut plus tenir l'apnée, à mon avis, il faut éviter les 3D. Il faut faire du DD, du 2D en petit axe, en long axe, 4 cavités ou 2 cavités. Faire des séquences qui sont jointives pour ne pas louper des prises de contraste. Et surtout, jouer sur les paramètres, notamment l'acquisition parallèle, donc le facteur d'accélération, le iPad, le SENS, pour accélérer l'acquisition et puis c'est tout. Hein. Mais sinon, on n'a pas beaucoup de choix pour éviter les artefacts de mouvement respiratoires. À ma connaissance, il n'y a pas de séquence avec des séquences PSIR avec getting respiratoire et getting cardiaque. À ma connaissance. Je vais vérifier, mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Il n'y a que des séquences à réaliser en apnée. Généralement, c'est une dizaine de secondes, entre 10 et 15 secondes. Si elle ne peut pas tenir l'apnée, dans ce cas, il faut augmenter le facteur d'accélération, qui est le facteur SENS. Il faut l'augmenter à un facteur de 2, et comme ça, on passe à une apnée de 5 secondes. À mon avis, 5 secondes, c'est faisable même pour un patient qui est dyspnéique. Et c'est pour cette raison, il faut encourager le patient et il ne faut pas rallonger beaucoup le temps d'acquisition. Il faut faire le strict minimum. Vous voyez, le strict minimum, il n'y en a pas 36 000. C'est T2 STIR, les ciné, perfusion et rehaussement tardif. Il y a 4 séquences. Mais si on peut éviter des séquences qui ne sont pas primordiales, si on a à choisir, donc devant un patient qui est fatigué, il vaut mieux choisir les séquences ciné et les séquences de rehaussement tardif, mieux que les séquences de perfusion, les séquences morphologiques. OK? Dima, j'insiste qu'il n'y a pas un protocole standard. On a toujours un patient, on est face à un patient et chaque patient a un protocole qui est spécial à lui. Donc, les patients sont tous différents. Sont différents. Que ce soit par la pathologie, que ce soit par leur état physiologique. Et donc, il faut jongler pour réussir l'examen. Un bon radiologue, à mon avis, c'est un radiologue qui sait interpréter, il fait des bonnes interprétations, mais il doit bien techniquer son examen, que ce soit en scanner ou en IRM. OK? Et surtout en IRM, une bonne technique, elle est indispensable pour réussir l'examen, pour éviter les artefacts et donc des fausses interprétations et pour réussir un examen. Donc, même si le patient il est dyspnéique, il faut faire avec. Il ne faut pas dire que c'est un patient qui est dyspnéique et on ne peut pas faire l'examen. OK? Il faut toujours trouver des solutions qui permettent de répondre à la question. Un bon examen, c'est pas un examen de bonne qualité, c'est un examen qui répond aux objectifs donc énoncés par le clinicien. Donc, il faut répondre à la question. Voilà. Docteur Maton, est-ce que la séquence ciné injectée Oui. n'a pas tendance à surestimer par rapport aux séquences de base l'épaisseur de la prise de contraste sous endocardie dans le cadre de cardiopathie ischémique? Oui, ça c'est sûr, elle va surestimer et c'est pour cette raison on a dit que la volumétrie de l'infractus, elle se fait sur la séquence de viabilité et non pas sur la séquence de ciné post-gado. Mais la séquence ciné post-gado, elle permet comme si de faire un second look sur le rehaussement tardif. Je pense qu'il y a 3 ou 4 patients où, quand on interprète les séquences de rehaussement tardif, on dit qu'il n'y a pas de rehaussement tardif du tout, alors que si on voit les ciné post-gado, on dit, tiens, surtout ces ciné post-gado, on voit en systole et en diastole, alors que les séquences de rehaussement tardif sont des séquences qui sont figées. C'est en télédiastole seulement, donc on n'a pas beaucoup d'expansion de la paroi myocardique, et donc on peut détecter des petites lésions sous-endocardiques ou sous-épicardiques qu'on peut ne pas voir sur les séquences de rehaussement tardif. Et donc, comme ça, on fait un second look sur les rehaussements tardifs et on dit, tiens, il y a une petite prise de contraste, effectivement, nodulaire. On va voir des exemples, Inch'Allah, fait les cas cliniques. Jeudi, des cas cliniques et un cas clinique comme ça. OK, mais c'est sûr, elle va surestimer parce que le volume de distribution donc, du gadolinium,
à 4 minutes ou à 5 minutes, puisqu'on va les réaliser assez tôt, on ne va pas les réaliser à 10 minutes, le volume de distribution il va être beaucoup plus important que sur les séquences de rehaussement tardif. OK? Docteur Mahtour, Oui. il y a une dernière question. C'est quoi l'effet maquis? L'effet Maquis. maquis. À mon avis, l'effet maquis, c'est ça. C'est ce qu'on a vu l'autre fois. Je ne sais pas le terme, mais je pense que je l'ai vu une seule fois et je pense que c'est ça. C'est l'artefact en encre de Chine, c'est l'aspect en double bande de la paroi myocardique qui fausse de façon très importante l'interprétation des rehaussements tardifs. Donc, une séquence de rehaussement tardif réalisée avec ce TI-là, avec cet artefact-là, c'est une séquence de rehaussement tardif ininterprétable. On ne peut pas l'interpréter. Il faut refaire l'examen. Merci beaucoup, Dr Mahtour, pour vos réponses, pour votre excellente présentation. Je remercie aussi Dr Hasni pour sa présentation. Demain, Inch'Allah, il y a eu une modification du programme. Demain, on sera avec Dr Yasser Bichir, avec les adénocarcinomes du pancréas bilan périthérapeutique. Et les séances seront toujours à partir de 16h. Aujourd'hui, c'est l'exception à 15h30. Mercredi, Inch'Allah, on sera avec Dr Mahtour avec l'IRM et l'ischémie cardiaque. Jeudi, Inch'Allah, avec Dr Nadia Mama pour l'apport de osmo tardif dans la pathologie cardiaque non ischémique. Et pour vendredi, on va continuer la deuxième partie des artefacts en IRM. N'hésitez pas d'ajouter vos amis. Et je vous remercie pour votre patience et pour vos questions. Merci, c'est Mezri, merci, c'est Oussama. Merci, Tout le monde. Hasni également. Et à demain, Inch'Allah. À mercredi, Inch'Allah. À mercredi. Voilà, juste